Bonjour, ici Micheline Bourque, sommet du livre Affaires 2016. Aujourd'hui, je suis avec Mme Nathalie Courville. Merci Nathalie d'être là. Et on va parler de son ouvrage qui s'appelle « Créer des partenariats gagnants, de la commandite aux alliances stratégiques ». C'est un livre qui a été publié aux éditions Transcontinentales l'année dernière, je pense. C'est relativement récent. Mois d'août 2016. Oui, tu vois, 2015-2016. Alors, la raison pourquoi j'ai choisi ce livre-là, puis j'ai pas vraiment eu l'occasion de l'expliquer à Mme Courville directement, c'est que moi, au niveau du club de lecture, je vois grand, je rêve en couleur. J'espère un jour qu'il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce que je fais. Et je me suis dit, je devrais commencer à m'éduquer, savoir comment ça marche, la commandite, les partenariats. Je connais pas vraiment ça. J'ai jamais travaillé dans ce domaine d'activité-là. Et devinez quoi qu'apparaît à mon écran comme ça? Le livre de Nathalie Courville. Alors, le voilà d'entre mes mains. Et donc, c'est le fond de l'histoire. Alors, je me suis dit, je vais le lire et tout ça. Et voilà que Nathalie a accepté d'être avec nous. Donc, Nathalie, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Micheline. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, que fais-tu? On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que tu fais et qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je pourrais me définir comme étant un expert en marketing et maintenant financement privé pour spécialement dans le domaine, je dirais, culturel et le domaine des événements. Les événements publics, grand public, festivals et autres. Je dirais que la communication m'a amené au marketing, le marketing m'a amené au partenariat. On verra peut-être plus tard dans les questions pourquoi. Mais c'est d'abord et avant tout pour moi une histoire de passion. Ça fait 30 ans que je travaille, je côtoie des organisations très créatives et j'ai toujours souhaité être là pour les aider à performer le mieux possible. D'abord sur le plan de la com, ensuite sur le plan de la promotion, des ventes et tout ça, et finalement bien, sur le plan des alliances et des partenariats. Voilà. Excellent. Vous êtes ici basé à Montréal, vous avez votre propre boîte de communication. J'ai ma propre boîte de communication. En fait, je me définis toujours comme ayant 3 chapeaux. Alors, le premier chapeau, c'est que je suis professeur invité associé, en fait, à la Chaire de gestion des arts d'HEC Montréal. Donc, je donne 2 charges de cours par année en partenariat, justement. Ça s'appelle Marketing et sources de revenus dans le domaine des organisations culturelles. J'ai une charge de cours également, 2 charges de cours, en fait, à l'IEX, qui est l'Institut des hautes études de communication sociale de Bruxelles. Et j'y donne donc 2 cours, un cours en gestion d'événements et un autre cours en marketing et financement des événements. Donc, ça, c'est le premier chapeau. Deuxième chapeau, c'est mon chapeau de consultante. En fait, j'accompagne des organisations, souvent des dirigeants d'organisations culturelles, événementielles, pour parfaire leur financement, leur partenariat, trouver des nouvelles idées, voilà, essayer de construire des fois même carrément l'offre de financement. Et le troisième chapeau, ben, c'est mon bébé, mais c'est mon meilleur. Ben, c'est une avenue de partenariat de financement qui s'appelle le crowdfunding en anglais, ou financement participatif, sociofinancement, il y a plusieurs synonymes. Et je me suis associée à une antenne, en fait à une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank.com, qui est basée à Paris, qui est un des leaders européens du crowdfunding et qui a gentiment accepté de faire équipe avec moi, en fait, pour que je développe au Québec, au Canada, en fait. Et le club de lecture, en passant, au moment où vous allez visionner ça, ça va être terminé, mais nous, on passe le test, on est en pleine campagne de sociofinancement, justement. Voilà. C'est une belle entrée en matière. Ben non, je vais vous poser la question parce que je voulais savoir, on va revenir sur ça tantôt, je veux savoir qu'est-ce qui vous a incité, interpellé à mettre ça par écrit. Alors, vous avez écrit un livre utile, pratique, détaillé. La genèse, s'il vous plaît. Bien, j'avais besoin de le faire, c'est vrai. Bien, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les auteurs, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais besoin de faire ce livre-là. Ça a été très difficile. C'est très difficile de faire un livre. C'est ce que j'entends. C'est très difficile de mettre en ordre des idées, des choses qu'on a accumulées avec le temps, l'expérience et tout ça. Il y a 3 raisons principales qui sont l'objet du livre, dans le fond, qui sont les raisons qui m'ont motivée à la base. C'est qu'à travers mes consultations, à travers l'expérience que j'ai depuis plusieurs années, il y avait d'une part une chose importante que je voulais transmettre. En fait, il y a 3 éléments vraiment importants que je voulais mettre dans ce livre-là qui sont pour moi des nouveautés. En fait, c'était la première, d'apprendre aux gens que quand on veut faire des partenariats, quand on veut se financer à travers, mettons juste la commandite ou quelques types de partenariats qui amènent de l'argent ou des contributions en biens ou en services, il faut apprendre une chose très importante, on ne va pas demander, on va commencer à offrir. Et quand et ça, juste comprendre qu'on offre et qu'on va
négocie un partenariat et qu'on est donc d'égal à égal dans une négociation d'affaires, c'est un changement de paradigme très important. C'est pour des organisations culturelles, en tout cas, qui sont habituées à demander de l'argent, surtout au niveau des subventions, ce changement de paradigme-là est très important. Donc, déjà, de comprendre que c'est d'offrir quelque chose. Et donc, offrir quoi? Bien, quelque chose qui a de la valeur. Et là, bon, l'autre élément très important, qu'est-ce qui a de la valeur pour des partenaires éventuels d'une entreprise culturelle ou événementielle? Bien là, il y a un chapitre qui porte là-dessus. Donc, comment identifier les bons bénéfices, comment leur donner une valeur dans le marché et comment s'assurer justement qu'on crée une certaine équité entre les différents partenaires et qu'on respecte aussi le montant qui nous est donné versus ce qu'on offre dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Et la troisième chose, c'est que encore là, malgré tous ces bons conseils que j'ai pu prodiguer au fil des ans, exactement, et que j'ai même mis dans un livre, ça prend une attitude ça prend une attitude, j'appelle ça une attitude gagnante, une attitude qui, dans le fond, va faire en sorte qu'on va les gagner, ces partenariats. Donc, c'est pas juste de suivre une recette. Moi aussi, j'en suis des recettes, mais il faut aller chercher des petits ingrédients spéciaux, il faut aller chercher le petit goût de la sauce. On me dit toujours que ma sauce à spaghetti est très spéciale. Qu'est-ce que je mets dedans? Pourtant, j'ai la même recette que bien des gens. Je vous écoute, le mot attitude, en acadien, on dirait ça prend un peu de drive. Hein? Ça prend cette énergie-là qui va nous amener au bout du processus. Donc, de bâtir les choses progressivement et d'aller vers cet objectif-là de relation d'affaires. C'est pas... Tu sais, comme moi, j'ai commencé à lire votre livre, là, j'étais dans l'arrière-pensée. C'est pas quelque chose que je suis, là, je vous avoue. Moi, je suis pas ce domaine-là personnellement, quoique j'en connais l'importance. Et je pensais toujours au club et tout ça. Et ce que j'ai aimé d'emblée de votre livre, là, c'est ça, c'est que les gens qui pensent, l'association de la préservation des chats bruns dans le Saint-Clinclin, parce qu'il y a un site web puis qui vont faire un bel événement, le partenariat et la commandite, elle ne se fait pas comme ça. Le processus est un long processus, mais il y a possibilité, puis votre livre l'illustre très bien avec les différentes étapes, puis on va y revenir à ça. Donc, alors, c'est une passion, vous avez abouti, vous avez accouché de votre livre, félicitations. Puis justement, allons un petit peu dedans. Donc, vous avez structuré votre livre, puis au début, vous nous décrivez en fait les différentes formes de partenariat. Vous avez parlé des alliances corporatives, vous avez parlé des commandites, des philanthropes, du financement. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples, les principaux, puis les décrire pour que les gens comprennent c'est quoi la différence entre une philanthropie, puis une commandite, puis un partenariat, puis une alliance. Et vous avez même le co-branding et le marketing engagé. En fait, il y a plein de contenus pour bien camper, puis c'est une belle mise en scène, ça. Mais je vais vous dire, je peux décrire les différents exemples, puis j'aurais pu en mettre plus, j'aurais pu en mettre moins, en le résumant à l'essentiel de créer des alliances pertinentes. Mais le fil conducteur, pour moi, c'est... Et je fais rire, mais mes étudiants ont tous quelques phrases clés que je pense qu'ils vont devenir célèbres parce qu'à force de les répéter, ça se répand, ça se transmet. Et mes clients aussi les utilisent. Il y a pour moi un élément fondamental pour que quelque alliance que ce soit fonctionne, c'est d'être à l'écoute des besoins du client. Donc, qu'est-ce qui peut rendre telle entreprise heureuse de s'associer à telle chose? Et évidemment, quand on parle de ça, on est au-delà d'une certaine époque qui a fonctionné quand même. Je veux dire, l'époque que moi j'ai disqualifiée, ou en tout cas qui était celle dans laquelle moi j'ai commencé il y a 30 ans, mais l'ère que j'appelle dans mon livre la logotomie. Cette ère-là est révolue. C'est ça. Je vous donne la visibilité, je mets votre logo partout. Ça n'a pas... Oui, ça a de la valeur, mais c'est pas la valeur recherchée dans une relation d'affaires. Alors, ça peut prendre toutes sortes de choses. Vous avez évoqué le co-branding, j'ai évoqué cette technique marketing-là qui, dans le fond, est quelque chose que tout le monde connaît. C'est juste qu'on n'a peut-être pas le terme, mais quand on va, puis je donne des exemples dans le livre, je veux dire, on va chez Home Depot et qu'il y a Burger King. Bien, pourquoi Burger King est installé chez Home Depot? Il y a une raison. Et c'est quoi la raison à la base? C'est qu'ils ont des clientèles en commun et d'autres clientèles non en commun qu'ils ont intérêt à rejoindre en s'associant dans un même lieu. C'est simple comme bonjour. Mais c'est un peu ce principe-là qu'il faut reprendre quand on va créer un partenariat dans des environnements qui sont peut-être plus de l'ordre de l'intangible. On parle de culture, d'environnement de théâtre, même de festival. Bien, il faut retrouver un peu cet intérêt-là. Et ça,
c'est à la base encore là aussi des notions que je voulais transmettre, c'est qu'on ne peut pas faire un partenariat juste en disant « vous me donnez quelque chose, puis moi, ce que j'offre n'a pas de valeur ». Alors, il faut vraiment créer la valeur égale. Puis ça, ce que j'aime de votre livre, c'est ça, c'est que on va en parler tantôt, mais je vais revenir aussi avant d'aller pour définir quelques-uns de ces modèles-là. Là. Mais c'est que votre livre, là, moi, je trouve, c'est à la fois un checklist puis un wake-up call. Excusez-moi l'anglais, mais moi, je suis acadienne. C'est une façon, posez-vous des questions, faites une introspection. Et moyennant ça, là, donc si vous acceptez d'emblée que le jeu, maintenant, c'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est une relation, c'est pas une logotomie, c'est vraiment un nouveau principe de travailler avec des commanditaires ou partenaires éventuels. Et posez-vous ces questions ici. Et si la réponse est oui, puis vous acceptez d'emblée qu'on compense, bien voici les étapes. C'est ça. Et c'est très bien détaillé. Moi, j'ai aimé cet aspect-là. Mais je pense que pour le bénéfice des gens qui nous occupent, parce qu'il y en a peut-être d'autres des comme moi, il y en a peut-être d'autres des comme moi, qui n'étaient pas tout clair. Tu sais, comme, par exemple, vous parlez de la commandite. C'est quoi la commandite? La commandite, à la base, c'est vraiment un échange d'argent, de biens et de services, en fait, d'une entreprise privée qui va offrir, donc, quelque chose qui a de la valeur. Donc, de l'argent, des biens, des services. Évidemment, souvent, le demandeur va préférer de l'argent. Et en échange de quoi? En échange d'une exploitation commerciale en lien avec l'événement ou la marque avec laquelle il va s'associer. Ça, c'est vraiment la définition. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si pour l'entreprise privée, elle donne l'argent, si une banque, par exemple, contribue à un événement culturel, bien, il va falloir que la relation qui se crée, le partenariat qui se crée, aide en retour à la banque à être capable de faire son propre business. C'est quoi son propre business? Bien, c'est acquérir des clients, fidéliser des clients, les récompenser, faire des offres. Ah, bien, c'est drôle. On n'a pas parlé de mettre de logo, on n'a pas parlé de visibilité. Puis c'est tellement important. À la base. Bien, parce que ce que ça veut dire, puis on va le voir dans les étapes, c'est que c'est maintenant la responsabilité de celui qui demande. Ah, ça l'a toujours été, par exemple. OK. Non, mais je veux dire, les gens pensent que c'est regarde-moi, je suis beau et je suis bon. Oui, ça, c'est vrai. Et vous allez être content d'être à côté de moi. Oui. J'ai le plus beau projet au monde. Non, pourquoi je voudrais être. Et ça, je pense que c'est une grande. Il faut se mettre en paix avec cette réalité-là. Et les étapes que vous avez dit, on en a parlé. Donc, on a défini la... Pardon. Mais non, c'est ça. Puis à la base de tout ça, je pense que le principe qui, pour moi, est fondamental aussi, c'est d'être à l'écoute. Oui. Ça aussi, c'est un grand principe qui, pour moi, j'espère que ça transparaît dans le livre. En tout cas, c'est un de mes fondamentaux. Et une petite anecdote par rapport à ça, je me suis confortée dans cette idée d'arriver... J'arrive dans les meetings devant les commanditaires, les mains vides. OK. Pas ça. Oui. Les mains vides. Avec un carnet de notes ou mon ordinateur prend des notes, ils me disent « Mais vous n'avez rien à me proposer? » Je dis « Non, je suis venu vous écouter. » OK. Le vice-président IBM Monde m'avait félicité cette fois-là en me disant « Vous savez quoi, madame? C'est la première fois que quelqu'un commence un meeting en m'écoutant. » Wow. Et c'était la porte d'entrée pour une commandite parce que j'ai juste eu la bonne idée, la bonne démarche. C'est-à-dire dire, je ne viens pas vous proposer rien. La bonne attitude. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez accomplir dans mon événement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Excellent. Et ça, c'est bien plus facile, d'ailleurs. Quand on a ces réponses-là, c'est bien plus facile de créer un partenariat. Absolument, absolument. La philanthropie. Oui. Et la philanthropie, dans le fond, c'est ça. Si on parle de commandite, de philanthropie, d'alliance corporative, c'est un peu toutes sortes de façons de s'allier entre un organisme culturel, un événementiel et une entreprise privée qui peut offrir de la valeur et de le faire à différents niveaux. Puis pour ça, il y a encore là, dans mon livre, des éléments pour dire, bien, écoute, peut-être que moi, et ça se peut, je veux dire, un organisme de danse qui produit des artistes, des chorégraphes de la relève, n'a pas une très grande valeur commerciale. Non. Et quand même qui rêve de mettre le mot commandite dans son budget, ça n'arrivera jamais. Enfin, peut-être des commandites de services, du café, de l'alcool, des choses comme ça, mais pas des commanditaires en argent importants. C'est juste une question de gros bon sens de marché. Alors, il faut trouver d'autres moyens. Et c'est là que la relation avec l'entreprise privée peut évoluer. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir une relation très commerciale, c'est de la commandite. Banque TD présente Festival de jazz. Relation commerciale, ils ont des intérêts commerciaux qu'ils réalisent à travers leur activation. Absolument. À d'autres égards, on va avoir justement peut-être la même banque, mais qui va être partenaire de l'événement, mais pour toutes sortes d'autres raisons. Alors, les raisons philanthropiques peuvent être des raisons qui sont, en général, non commerciales. Mais ça peut être des raisons qui sont liées au positionnement de l'entreprise, quand même, à la compréhension de la marque, à toutes sortes d'éléments qui sont quand même des éléments marketing, mais qui ne sont pas fondamentaux pour la
la business de l'entreprise. Fait que c'est un peu un spectre de toutes sortes de choses. Oui, puis c'est ça. Puis je trouve que c'est... bon. Non, mais je trouve que c'est intéressant dans votre livre, cet aspect-là. Donc, pour une personne, comme je vous disais, dans ma situation, une plus petite organisation, parce que c'est sûr qu'on associe beaucoup les partenariats avec les grandes organisations. Puis c'est sûr que votre livre, il s'adresse en partie à des gens qui veulent créer des partenariats avec des grandes organisations. Donc, c'est pas... tu sais, les petites associations comme moi vont apprendre beaucoup de choses, puis je trouve que le fait que vous ayez campé ces définitions-là, pour moi, ça m'a apporté, comment je dirais, une connaissance, d'une part, puis ça m'a permis de me faire une idée pour que je puisse moi-même progresser là-dedans. Okay, vous voyez? Alors, je commence par le sociofinancement, puis je pense que j'ai fait un bon choix, en fait. Oui, parce que je n'ai pas encore l'offre et je n'ai pas encore l'attrait et la possibilité d'offrir. Exactement. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas aller dans les alliances corporatives à ce moment-ci. Enfin, alors, ça fait partie du reality check, là, donc la liste, là. Regardez, je ne suis pas prête pour ça, mais il y a différentes formes et moi, le sociofinancement, c'est un exercice que j'entame avec enthousiasme, dans le but qu'effectivement, ça va me donner une première expérience dans le domaine du financement de mon entreprise. Donc, par contre, il y avait alliances corporatives, ça, c'est les plus gros projets. Bien, en fait, les alliances corporatives, c'est pour moi, dans le fond, une alliance corporative pourrait à la fois être d'ordre philanthropique, d'ordre commandite. Pour moi, ce que j'ai toujours utilisé, ce terme-là, plutôt dans des alliances qui étaient sur le long terme et qui étaient très porteuses je dirais, d'intérêts communs, d'affaires sur du développement à long terme. Donc, ça, pour moi, c'est des choses qu'on a faites, par exemple, en relation B2B, dans le cadre de C2 Montréal, un congrès d'affaires sur la crédibilité à Montréal. Donc, tu décris bien la qui a été pour moi un incubateur extrêmement important, justement, pour développer ce type d'alliance-là entre des entreprises de haut niveau. Des partenaires étaient complètement différents. Je veux dire, des entreprises qui avaient à se dire des choses complètement différentes que ce qu'on peut retrouver dans des contextes B2C, dans des festivals ou encore dans le contexte culturel. Donc, c'est pour moi, les alliances corpo, c'est vraiment deux entreprises qui, ayant peut-être des intérêts d'affaires complémentaires, vont travailler dans la même direction à travers une plateforme. Et dans un contexte gagnant-gagnant. Hein? Oui. Les deux sont gagnants là-dedans. Il faut toujours que ce soit gagnant. Ça, c'est vrai pour tout. Une des choses aussi, puis je vais faire la naïve quand même un peu, c'est que dans votre ouvrage, quand on le lit, on se rend compte que Madame a un chapeau marketing. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On parle d'expérience de marque, d'image de marque, l'analyse de l'environnement, un peu le SWOT, là, ce qui menace, les opportunités et tout ça. Et je ne sais pas surprenant, on comprend que la recherche de commandite, il y a comme un petit lien, mais pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre le marketing lorsque on se place dans un contexte d'alliance et de partenariat stratégique? Est-ce que ma question est bonne? Très bonne et facile à répondre aussi. OK, good! Excellent! En prémisse, je vais vous dire que pour moi, la communication est incluse dans le marketing. OK. Oui, c'est sûr, oui. À l'heure du 2.0, là, où on est à travers des réseaux sociaux, des bases de données, on ne communique plus en masse média comme avant, le marketing, la com, c'est un même tout. C'est un mariage. Première chose qu'il faut s'entendre là-dessus. La deuxième chose, pourquoi? Là, mes étudiants riraient, parce que je vais vous sortir une autre de mes phrases célèbres. C'est il n'y a pas de deal s'il n'y a pas de public en commun. C'est la première chose qui fait qu'il va y avoir une alliance, quelle qu'elle soit, c'est que votre entreprise et la mienne ont, soit que vous, comme commanditaire, vous avez des clients chez moi qui vous intéressent, ou des clients que vous n'avez pas qui vous intéressent. Et vice-versa, je veux dire, moi, j'ai des clientèles qui sont chez vous peut-être intéressantes pour ma marque. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de deal. Donc, pourquoi il faut avoir un chapeau marketing? C'est parce que le marketing, la communication, c'est toutes les plateformes et tous les canaux par lesquels on parle et on est en relation avec la clientèle. Fait que c'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que la créativité du partenariat va prendre essence dans tout ce qu'on a comme possibilité de relation et d'échange et d'interaction avec nos clientèles.
Voilà, c'est simple. Mais je trouve que c'est important quand même. Mais c'est très important. Encore une fois, en pensant aux plus petites organisations Tout à fait. qui pensent que peut-être c'est dans le bureau du président ou dans le bureau de XYZ, mais non, c'est pas là que ça va se passer. Ça va se passer dans le domaine de la communication marketing, dans une perspective d'affaires gagnante. Et vous l'expliquez très bien dans le livre, ce volet-là. Et je trouve que vous annoncez, en tout cas, c'est très clair comment il faut procéder dans cette démarche marketing-là pour y arriver. Donc, en fait, vous avez dans votre ouvrage détaillé le plan de match. Hein, c'est le nerf de la guerre. Alors, il y avait, je voulais mentionner les 10 points. Alors, on va aller à la page 73 parce que je trouve qu'ils sont bons. Ça, là, c'est la première des checklists. Là. Ça, c'est difficile à faire. Dans les éléments difficiles à faire quand on écrit un livre, c'est parce que l'éditeur demande justement une certaine clarté, une certaine accessibilité. Puis il dit, fais-moi des étapes. Oh là là. Et ce que je suis obligée de vous dire, c'est que d'emblée, ces étapes-là, c'est le fun de mettre 1 à 10, mais en réalité, c'est 9, 8, 7, oh, non, 1, non, mais c'est pas c'est une liste de 10 points. Mais c'est une liste de 10 points et on espère y arriver. Elle est tellement bonne, puis j'aimerais juste on va le faire vite, OK? Parce que je trouve que c'est bon. Alors, c'est marqué pour faire son plan de match. Les 10 points pour savoir si vous êtes prêt, OK? C'est comme pour aller au mariage. Es-tu prêt pour te marier? Là? Alors, voilà. Puis c'est là le marketing. Je comprends ce qu'est une marque. Hein? Il faut. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde de comprendre c'est quoi une marque aujourd'hui. Non, parce que bien des gens... Le branding et tout ça, l'importance... Dans le domaine culturel, souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de marque. Parce que cette marque évoque la commercialisation. Donc, ils pensent que des fois... Pourtant, le TNM, c'est une marque. Pourtant, un artiste, Véronique Cloutier, c'est une marque. Exactement. C'est intéressant. Je m'intéresse aux motivations d'achat des consommateurs, encore marketing. Oui, absolument. Je suis au fait de la qualité de l'expérience offerte dans l'environnement de mon organisation. Ça doit en jeter à terre un peu. C'est important. C'est vraiment important. Puis c'est encore plus important quand on accueille un partenaire, je dis toujours, ben oui, c'est le fun d'avoir un chèque de 50 000, mais si c'est pour rendre l'expérience de mes participants complètement horrible, on oublie le chèque. Exactement. Il faut dire, cette qualité-là, il faut la respecter autant dans l'accueil de partenaires que justement, surtout quand on accueille des partenaires, en fait. Je comprends les bases de communication et de marketing. Je m'intéresse aux réalités distinctes des différentes industries. C'est très important, ça. La notion de veille, de recherche, d'être à l'affût. Et la notion de, je vais prendre encore un terme anglais moi aussi, one size fits all, ça ne marche pas. OK. Les fameux documents bronze, argent, or, pour bronze, tu as tant d'avantages, argent et compagnie, ça ne marche pas. C'est comme de dire, ben tout le monde va être capable de mettre un chandail 10 ans X. Non, ça se peut pas. Il y a pas... Les meilleures propositions de commandite ou de partenariat sont celles qui sont adaptées à ce qu'on disait tantôt, à ce que le client va nous avoir demandé. Donc, ça se peut pas que il y a des propositions, que la même proposition puisse convenir à une banque, une entreprise manufacturière, un détaillant. Et c'est important dans le sens qu'il faut presque recommencer avec chaque partenaire. Il faut. Donc, c'est un nouveau cahier de charge, comme vous dites, une nouvelle description des étapes, définition des étapes. Intéressant. Sauf que l'autre chose que je dis dans le livre aussi, c'est qu'avant de faire des démarches, il faut avoir trouvé les bons partenaires. Fait que moi, je ne suis pas de l'école à faire 100 démarches pour avoir une réussite. Je fais 2 démarches pour être sûr qu'il y en ait 2 ou peut-être juste une qui marche, mais je veux m'assurer de faire justement les bonnes recherches avant. Je n'irai pas voir des partenaires pour perdre mon temps ou perdre de l'heure. Exactement. Ça, c'est ça. Donc, de ne pas être prêt. Je reconnais ce qu'il y a de la valeur pour un éventuel partenaire. On l'a mentionné. Des choses de la vie. Je cultive un réseau de relations d'affaires. Des choses de la vie. Simple comme tout. Je m'intéresse à l'économie, au monde des affaires. Ça a l'air niaiseux, mais c'est extrêmement important. J'essaie de comprendre les motivations des dirigeants. Qu'est-ce qui sont leurs enjeux? Qu'est-ce qui les fait vibrer, etc. Et je peux détecter le positionnement distinct d'une marque. Tu sais, des exemples... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme un exemple qui est très clair de marque? Vous en avez certainement. Quand on va aller approcher, je ne sais pas moi, si on veut faire une offre dans les télécommunications, bien, je veux dire, il faut être capable de comprendre la différence entre les différents acteurs dans le marché et de faire une offre en fonction de l'environnement de marque ou de l'image de marque de cette entreprise-là. Donc, on ne peut pas approcher Vidéotron comme on va approcher Bell. Exactement. Ils ont des images de marque et des positionnements très différents. Donc, on n'ira pas à la SAQ si on
on travaille avec des gens qui essayent de cesser de boire. Hein? Quoique, ça, c'est un no-brainer. Enfin, donc, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que ça fait partie de cette approche-là que j'ai beaucoup appréciée en lisant votre livre. C'est qu'on a à faire un travail d'introspection. Il faut se poser des questions fondamentales. C'est possible d'avoir des partenariats gagnants, mais ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille beaucoup, même en amont. En amont avant même de cogner à la porte. Et surtout avant de cogner à la porte. Oui. Parce que pour cogner à la porte, il faut être sûr que c'est la bonne porte. Exactement. Ça, c'est quelque et chose pour l'autre. Oui. J'ai trop eu de clients dans ma vie qui attendaient les meetings, puis que la multiplication des meetings rassurait, tout comme le beau document One Size Fits All rassurait. Mais c'est beaucoup de temps perdu, et beaucoup d'énergie et d'argent même, qui ne mènent pas nulle part. C'est la question que j'avais ici, c'est ça. Là, on va aller dans les différentes étapes. Vous avez proposé une démarche en 5 étapes. C'est quand même très succinct. Oui, ça aussi, j'ai fait un effort. Oui, j'imagine que vous avez fait un effort. On va la voir, on va rapidement, là, pas dans toutes les composantes. Mais... Donc, ça fait 30 ans que vous travaillez dans le milieu. Progressivement, vous avez développé cette spécialité-là. Les étapes que vous avez développées, comment vous êtes arrivé justement à structurer cette pensée-là? Est-ce que vous vous êtes inspiré de certains mentors, de certaines lectures, d'analyse de marché? Ou est-ce que c'est le fameux « j'ai appris sur le tas et voici mon constat » ? C'est le fameux aboutissement, je pense, de mon expérience, tout simplement. Donc, c'est la démarche à Nathalie Courville ici. Oui, mais bon, Nathalie est quand même prof depuis 10 ans, donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des ouvrages de référence, j'ai travaillé avec des agences, donc ce n'est pas du Nathalie pure et dure. Non, mais je suis le transmetteur. C'est ça, je pense, de l'éponge que j'ai été et de l'apprentissage que j'ai fait à travers les années. Que je résume et que je synthétise ici, mais qui sont, dans le fond, il y a d'autres experts qui ont participé à cette élaboration-là. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de le mettre en 5 étapes pour le simplifier. OK. Alors, on va y aller. Vous en avez décrit 5. On ne passera pas un temps interminable là-dessus, mais je trouve que ça résume très bien. Donc, identifier les besoins financiers de l'organisation. 2. Établir la valeur commerciale et les attraits distinctifs de l'organisation. 3. Identifier les partenaires potentiels et pertinents pour l'organisation. 4. Engager la relation avec les partenaires. 5. Conclure les ventes. Donc, voilà la route. C'est ça. Votre livre, ce que vous ne voyez pas ici, là, mais une de ces étapes-là fait l'objet d'une description détaillée avec des outils pratiques pour vous aider à mettre en application les différents volets de l'étape. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits tableaux. Pour analyser les bénéfices. Donc, il y a des outils qui viennent à l'aide de la personne qui veut s'engager là-dedans. Mais je vous écoute. Décrivez-moi rapidement. Bien, rapidement, prenez votre temps quand même, les 5 grandes étapes de votre démarche. Bien, c'est ça. Il ne faut pas envisager d'abord le financement comme ayant une seule réponse. Okay. Moi, je pense que la première chose que je dis aux organisations, c'est que appelons ça un déficit, ou le manque à gagner dans un budget doit avoir plusieurs réponses. Okay. Alors, il faut trouver quelles sont les réponses. Okay. Alors, c'est le premier travail-là de dire, bon, bien, est-ce que j'ai une valeur commerciale? Est-ce que j'en ai peu? Est-ce que je suis donc plus en train de chercher des dons, un peu de commandite? Est-ce que j'ai un potentiel pour un sociofinancement? Et donc, de trouver un peu l'amalgame des défis qu'il y a à surmonter, puis un peu d'identifier tranquillement c'est quoi les types de partenariats, justement, auxquels on peut penser pour aller combler ces manques-là. Et ça, c'est la première chose. Et ça, on va le faire aussi dans la deuxième étape, c'est-à-dire que quand on va établir la valeur commerciale, justement, de l'organisation, on va être capable de dire, ah, bien, j'avais pensé que je pouvais aller chercher 60 de mon manque à gagner en commandite. C'est drôle, mais quand j'évalue les bénéfices que j'ai, je n'ai même pas pour 30 de ce manque à gagner-là. Donc, il va falloir ajuster le tir, justement, trouver les bons formats qui vont être possibles de réaliser, les bons formats de partenariat, en fonction du type de bénéfices qu'on a. Il faut savoir combien valent ces bénéfices-là. Ça, c'est l'autre affaire, c'est que les gens partent à la recherche d'argent sans savoir si ce qu'ils ont à offrir vaut ce montant-là dont ils ont besoin. Alors ça, c'est l'étape de préparation très importante où, justement, bien, j'ai tant de pourcentage de valeur commerciale, je peux espérer tant en commandite, j'en ai tant que je vais être obligé d'aller chercher des dons. Donc, je fais quoi? De la levée de fonds, c'est ce financement, je vais trouver des formats. Est-ce que c'est là que ça fait mal pour les gens? Très mal. En général, pour les organisations culturelles, ça fait plus mal que les autres parce que quand je fais travailler mes étudiants, par exemple, sur le tableau que vous avez montré à l'écran, où on évalue la valeur commerciale des bénéfices,
des fois, on se rend compte surtout que le logo, ça ne vaut pas grand-chose. Le logo sur une affiche, ça ne vaut rien. Et surtout avec des montants de valeur, puis ils se disent, non, mais c'est pas possible. J'ai besoin de 50 000 puis j'en ai à peine pour 12 000. Et là, ils se rendent compte de toute la créativité qu'il va falloir y mettre. Puis là, je leur dis, ça, c'est pas grave. C'est parce que vous avez juste évalué un élément. Aspect, c'est ça. Maintenant, on va être créatif, on va trouver autre chose. Et il va falloir à un moment donné que j'écrive le tome 2 parce que je suis déjà dans... Le autre chose, pour moi, c'est ça, une approche multisource. Okay. Multisource, c'est... Oui, là-dedans, j'évoque un peu les subventions à la commandite, qui sont les revenus autonomes, qui sont les bases actuelles du financement, mais plus ça va aller, plus même dans chacune des disciplines qui sont la commandite, la philanthropie, tout ça, on se retrouve avec différentes façons de construire. Donc, c'est un peu cette étape-là qu'il faut faire. Okay. Et quand on a ça, bien là, on est capable de commencer à identifier des partenaires. Ouais. Parce que si on a besoin de faire justement une partie de notre... de combler une partie de notre financement en levée de fonds, bien, on va peut-être pas aller chercher des entreprises, on va peut-être chercher des donateurs, on va peut-être construire un événement de levée de fonds, un événement de défi, peu importe, pour essayer d'aller chercher cet argent-là. Donc, ça va, pour établir le marché dans lequel on va travailler, le marché d'entreprise, le marché d'individus, de donateurs, de contributeurs, peu importe, il faut avoir identifié au préalable, donc, ce qu'on avait à offrir. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, bien là, on est capable de choisir les interlocuteurs et d'engager la relation avec chacune des parties prenantes. Donc, si on a des commanditaires à approcher, bien, on le fait. En ayant conscience aussi de à qui, vous parliez tantôt de bien connaître les industries, à qui bénéficient ou à qui peuvent servir nos bénéfices qu'on a à offrir. Et des fois, on pense qu'on est extrêmement attrayant pour une banque, mais on ne l'est peut-être pas du tout. Exactement. Par contre, on peut être très attrayant pour une marque de vêtements ou peu importe. C'est à cette étape-là aussi, avant d'entrer en relation avec les partenaires, où il faut réfléchir aux bons partenaires. Je ne sais pas parce que j'organise un défi de vélo, par exemple, en Mauricie, que Desjardins va embarquer. De toute façon, Desjardins, c'est la première commandite que tout le monde veut aller chercher. Oui. Mais Desjardins ne peut pas tout faire non plus. Non. Et en premier lieu, il faut peut-être regarder des marques qui sont plus près de l'environnement de l'événement. Donc, des marques de sport, de boissons nutritives, etc., de collations. Peu importe. Et c'est là, donc tout ce travail-là, les 3 premières étapes, dans le fond, en amalgame, parce que c'est ça, comme je dis, c'est difficile de le faire en étapes, mais c'est vraiment la préparation, la connaissance de la valeur de ce qu'on a dans l'entreprise, le type de bénéfice, la valeur des bénéfices, à qui ça peut convenir, d'identifier à qui ça peut convenir, et après ça, la forme dans laquelle on va transiger avec des partenaires et offrir ces bénéfices-là. Et c'est là qu'on peut engager donc la relation. Donc, autant aller rencontrer les entreprises pour vendre des commandites de biens et services, autant des donateurs, autant des entreprises qui peuvent éventuellement contribuer à une campagne de levée de fonds. Donc, puis les gens qui le font avec succès dans cet aspect-là de la relation avec le partenaire, c'est dans une dynamique qui n'est pas nécessairement ponctuelle, mais plutôt dans le temps. Donc, on veut établir des relations durables, bénéfiques, bâtir sur certains acquis, mais aller plus loin, toujours plus loin dans un sens pour que cette relation-là soit gagnante-gagnante. Effectivement, puis ça, c'est aussi, je pense, au premier cours à chaque année, je dis à mes étudiants, on ne commence pas à faire du financement le jour où on manque d'argent. Il faut commencer. C'est une attitude. C'est ça. Ça fait partie de l'attitude, ce que je disais au début de l'entrevue. Je veux dire, surtout pour un gestionnaire d'une petite OBNL, c'est une attitude constante. Ça devrait être un radar allumé constamment sur la réalité. De saisir les opportunités, voir les nouveaux modèles de financement, voir les nouveaux programmes, etc. Ça devrait être un non-stop process, dans le fond. C'est quelque chose qui est en continu. Puis là, la fameuse vente, c'est ça dont on rêve, hein? Oui, puis ça, je le dis, j'ai vraiment mis comme étape conclure les ventes parce que c'est très drôle. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de conclure la vente. Il y a vraiment une frayeur de... Mais là, est-ce que je peux vraiment offrir ça? Puis, les gens se complaisent souvent ou tournent en rond dans la relation ou dans la recherche. Comme je disais tout à l'heure, ils mettent bien beaucoup de temps à faire des documents, à rencontrer plein de gens, mais c'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est d'avoir le bon interlocuteur sur la bonne offre et de creuser jusqu'à temps qu'on ait trouvé la bonne façon d'être en relation. J'ai fait avec SAP, par exemple, à C2 Montréal, ça m'a pris 12 meetings avant de trouver le bon interlocuteur. Et après le meeting avec le bon interlocuteur, j'ai fait une proposition. Et cette proposition-là, de 2 pages, quand la personne m'a rappelé, elle m'a dit « c'est exactement ça qu'on veut faire ».
Mais tout ce temps-là n'était pas perdu. Je veux dire, au contraire, au lieu de faire une proposition qui ne s'en va pas à bonne place, d'en refaire une, de refaire... J'ai suivi les étapes jusqu'à temps de trouver le bon... Le décideur, celui qui est en mesure d'évaluer avec les bons moyens et les bonnes ressources. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire Mais aussi. moi, je trouve qu'en tout cas, pour ça, pour le livre, c'est vraiment... c'est un livre qu'on lit facilement et rapidement, mais croyez-moi, si vous voulez travailler avec ce livre-là, vous avez plusieurs et plusieurs heures d'ouvrage devant vous. Parce qu'il y a le conseil et la démarche qu'on peut suivre. C'est clairement expliqué. J'aimerais peut-être retourner un peu, parce que c'est une des valeurs que je répète là, du livre, c'est ce travail d'introspection. Suis-je prêt? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Hein? Et encore une fois, à la page 167, on a une autre petite checklist. À vous de jouer. Hein? Ah oui. Alors, êtes-vous prêt à négocier? Hein? Êtes-vous prêt à négocier avec les partenaires? Avez-vous mis en place toutes les conditions gagnantes? Et là, il y a un petit questionnaire. Pouvez-vous affirmer que votre organisation a développé une culture commerciale? Ça, très important. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans les must de ce livre-là. Mais une des choses, c'est ça, c'est qu'on pense que souvent, bien, en fait, on a besoin d'argent. Une fois qu'on a comblé ce besoin-là, si on y arrive et on est content, on serre la main, on prend le chèque, on s'en va. Oui. Mais non. Erreur. Premièrement, c'est une relation qui commence. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tout à coup, il faut se rendre compte, et ça, c'est très important, que l'activation, et si on fait bien notre travail, c'est ça qui va se faire, l'activation de la marque du partenaire qui va prendre forme dans nos canaux de communication, dans notre relation avec notre clientèle et tout ça. Mais il n'y a pas une seule personne qui s'occupe de ça. Il y a les gens au com, les gens à billetterie, les gens au marketing, la direction générale, les gens sur le terrain, les gens de logistique qui vont installer des bannières. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Culture commerciale, pour moi, ça veut dire que tous les points de contact, toutes les personnes dans l'organisation, dans le fond, qui vont, d'une façon ou d'une autre, être interpellés à livrer les bénéfices qu'on leur a promis, doivent comprendre l'importance de la relation. Et ça, je l'ai vécu encore là, une anecdote, où quelqu'un, je ne dirais pas qui, évidemment, trouvait que la bannière du commanditaire n'était pas très belle là où elle était située. Il l'avait déplacée le soir où, malheureusement, le VP de ce commanditaire-là venait sur le terrain. Bien, on a en partie perdu la commandite à cause de ça. Et c'était une erreur de jugement, tout simplement. Juste parce qu'il y avait eu une mauvaise communication interne et probablement une culture commerciale pas suffisamment développée par rapport au fait que si le commanditaire, c'est important pour lui et qu'on l'a promis, bien, on le fait. Si on n'est pas d'accord, on s'en reparlera au post-mortem et on ne le fera pas l'an prochain ou on le fera différemment. Puis on justifiera autrement la Donc, culture commerciale, ça veut dire rendre conscient tout le monde dans l'organisation. On n'a pas mentionné ça, mais dans le livre, vous l'expliquez comme il faut, c'est que quand on est en situation de partenariat, il y a des impacts chez nous, là. Ah oui, mais c'est ça. Il y a des gros impacts, là, puis il faut préparer le coup, là. Hein? Oui, c'est ça. Mais puis il faut intégrer la marque et inversement se faire connaître auprès de... Il faut surtout accepter qu'il y a une marque commerciale qui rentre dans notre environnement. Exactement, c'est ça. C'est plus dur pour les gens. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que toutes les parties de votre organisation connaissent et comprennent ce qui implique les relations? Bien, ça vient un petit peu à ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Avez-vous réfléchi à une politique de partenariat? Est-ce qu'elle a été validée par votre conseil? Donc ça, c'est des bons conseils. Connaissez-vous le fonctionnement des différentes industries de votre environnement? Encore un excellent conseil. Votre organisation a-t-elle une page LinkedIn et un minimum de 500 contacts dans le milieu d'affaires? Ça, c'est un peu une blague. Mais en fait, c'est pas une blague, c'est parce que c'est ça, c'est d'être dans le réseau des affaires. Soyez présents. Oui, c'est ça. Qu'on vous voit, qu'on vous trouve, qu'on vous considère, soyez présents. Le web social le permet. Oui, pourquoi pas en tirer avantage? Votre organisation a-t-elle un plan de communication marketing ancré dans les nouvelles réalités technologiques? Un peu ce qu'on vient de dire. Possédez-vous des notions, si on l'avait vu tantôt? Êtes-vous actif sur les médias sociaux? C'est un peu la même chose. Avez-vous mis en place des indicateurs de performance? Ah, ça, on n'en a pas parlé, mais important aussi. Ça, c'est la dernière partie. On en parle dans votre livre là-dedans. Parce que quand on a livré des promesses, il faut être capable de les vérifier si on les a livrées. Donc, ça prend des indicateurs de performance. Puis ça, il faut y penser avant et non pas à la fin. Il faut y penser avant. Et il faut surtout demander aux partenaires de quelle façon vous allez mesurer votre succès. Oui. Et ça, c'est une des questions les plus importantes pour moi dans le meeting des 50 questions. Il faut le voir avant. Hein? Oui. Et le clientèle. Donc, encore une fois, je reviens sur le livre. Je trouve que c'est un livre pratique. C'est un livre qui pose beaucoup de questions. On n'est pas tous prêts pour aller vers les grands donateurs. On n'est pas tous prêts à développer des partenariats. Mais on peut aller par étapes. Mais le fondement de ça, c'est de comprendre ce qu'on peut offrir, de bien pouvoir l'articuler, de bâtir progressivement vers quelque chose qui peut nous amener plus loin. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils. Est-ce que j'ai raison, là? Absolument. Okay. Et c'est un très bon résumé. J'allais dire juste...
la bonne façon de se pratiquer, c'est quand même le sociofinancement. There you go! Mais non, mais pour moi, le sociofinancement, une des raisons pourquoi j'aime tellement cette technique, c'est du micro-marketing, de la micro-philanthropie. Absolument. Et quand on comprend, en faisant une plateforme de sociofinancement, puis c'est souvent des campagnes donc, de moindre envergure, mais c'est qu'on comprend, on va se poser la question, c'est qui notre cible? Quand on passe à nos cercles de communauté, on va avoir réfléchi à quelle contrepartie conviendrait à nos cibles. Et ça, là, cet exercice-là, c'est exactement la même chose qu'il faut faire quand on va chercher des partenaires. Absolument. C'est donc une excellente pratique et une excellente façon de tester votre créativité par rapport à des cercles d'intérêt qui sont autour de votre marque. Ou de votre absolument, je suis d'accord, je le vis présentement tout à fait. Maintenant, vu là, tout votre grand parcours dans ce secteur d'activité-là, c'est sûr que c'est principalement dans le milieu culturel, mais il y a aussi le milieu sportif qui cherche beaucoup. Événementiel en général. Événementiel, pour moi, il y a eu toutes sortes de secteurs dans lesquels j'ai touché. Maintenant, peut-être qu'on peut faire une petite projection dans le futur. Comment vous voyez ça? Là? Parce que là, on a vu l'évolution, parce qu'avant, c'était la logotomie. Ça durait un bon moment. Ouais. Le web, maintenant, permet tellement d'autres dimensions de communication. Les entreprises aussi se sont équipées. Donc, il y a des professions maintenant dans ce domaine-là. Vous enseignez dans les universités, dans les collèges. Il y a des gens qui se forment pour pouvoir gérer ces aspects-là où c'est des grandes organisations et moins grandes, les organismes à but non lucratif notamment. Qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous une petite boule de cristal? Je connais beaucoup de marchés, mais on va parler peut-être plus du Québec, au niveau même montréalais, au niveau Québec, québécois en général. Ce qui se passe, je pense qu'on est à une étape de maturité quand même de la discipline que représente disons, les commandites, les alliances de toutes sortes. Avec effectivement une certaine maturité du côté des entreprises qui se sont dotées d'outils d'analyse pour bien comprendre ce qu'ils faisaient à travers ces plateformes de partenariat, etc. Et du côté de certaines grandes organisations culturelles, événementielles ou autres qui, elles aussi, ont développé une expertise puis une connaissance une façon de rendre solide ces partenariats-là. Je pense qu'il y a un défi au niveau des plus petites organisations. Oui. Tout ce qui est économie sociale, OBNL, entreprise culturelle, ça rentre là-dedans, start-up. Je pense qu'il y a un défi, autant du côté des demandeurs que de ceux qui sont d'éventuels partenaires. On va être, et je pense que c'est tout à fait à l'image de ce qu'on vit dans les réseaux sociaux, c'est qu'on est rendu dans une communication de proximité. Oui. Et je pense que les partenariats vont aller beaucoup plus dans la proximité maintenant. Okay. On s'en va vers... et moi, je travaille beaucoup sur des projets en ce moment, justement, où j'appelle ça du financement multisource, où, dans le fond, à travers la proximité, on va trouver plusieurs façons de se financer à des moindres montants que quand on est dans des grandes entreprises, mais avec différents types de partenaires. Et à ce niveau-là, il y a encore de l'éducation à faire. Il y a encore je dirais, chez les PME, j'en connais peu qui ont des politiques de non-commandite. J'en connais peu qui l'utilisent sciemment ou qui pourraient l'utiliser et qui le font pas. Les gars, c'est une belle façon de conclure parce que c'est ça que le mot que j'avais en tête. Donc, peut-être que vous avez des capacités télépathiques. Éducation. Donc, éduquez-vous. Ça, c'est un livre qui vous permet de le faire. J'imagine que vos étudiants l'apprécient parce que ça donne... Ça explique tout le... Il y a toujours avoir le livre du prof. Oui, ça c'est hot, signature en plus. Mais non, mais c'est un livre qui nous éduque sur c'est quoi ce milieu-là. C'est sûr que c'est les grands qui savent comment ça marche, mais ça ne veut pas dire que, comme vous le suggérez, qu'au niveau même si vous êtes une plus petite organisation ou une plus petite entreprise, que en comprenant comment ça fonctionne, vous pouvez bâtir vers quelque chose et tâter le terrain à toutes sortes de niveaux. Et soit comme une entreprise qui donne ou celle qui reçoit, peu importe, on a dans votre livre vraiment un beau portrait de ça. Donc, je vous félicite. En conclusion, je dis aux gens, soyez sûrs de vous, soyez créatifs et soyez ouverts. Voilà. Excellent. Attitude. Donc, bon succès avec ça. C'est un excellent bouquin, à mon avis. Et on vous souhaite un bon succès parce que ça peut aller partout dans le monde. Ça peut... c'est déjà c'est déjà en Europe, en Belgique. C'est un livre qui s'applique, mais c'est sûr que les exemples sont québécois, mais c'est quand même beaucoup d'exemples de multinationales. Éventuellement, je vais Donc, non, il y a un grand public qui peut s'intéresser à ça. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci, Micheline. Au plaisir.